Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Alors, inutile de vous dire que c'est un retour un peu différent de celui que nous imaginions, puisque en lieu et place de la bibliothèque du Sénat, c'est tout simplement ma bibliothèque que vous apercevez avec les livres des enfants, quelques beaux livres, les livres sur Paris. Inutile de vous expliquer pourquoi c'est ma bibliothèque que vous découvrez. Nous allons évoquer la littérature au temps de l'épidémie, et l'épidémie, c'est celle du coronavirus. Je vous présente mes invités avec qui nous allons évoquer ce thème. Tout d'abord, Geneviève Brisac, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine prix Femina et vous avez notamment publié Vie de ma voisine chez Grasset. À côté de vous, William Marx, bonjour. Bonjour. Vous occupez la chaire de littérature comparée au Collège de France. On vous doit notamment Un savoir gai, publié aux éditions Minuit. Et enfin, Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, mais vous avez été aussi médecin et diplomate, et vous avez notamment publié Les trois femmes du consul aux éditions Flammarion. Alors, le monde occidental avait peut-être oublié les épidémies, mais vous, Jean-Christophe Ruffin, vous ne les aviez pas oubliées. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'épidémie actuelle ? Non, en fait, c'est le retour de l'histoire. C'est le retour de l'histoire qu'on avait essayé de mettre à distance. L'Europe a été longtemps le théâtre des drames, des cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez, la guerre, les épidémies, les famines. Et puis, depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout les années 60, la prospérité, le développement économique, la fin des guerres coloniales, tout ça nous avait mis un peu à l'abri. Et on avait fini par oublier que ça existait. On avait fini, sauf ceux comme moi qui s'occupaient toujours de ces guerres et de ces famines et de ces épidémies, mais loin, elles étaient ailleurs. Donc on allait les chercher, si je puis dire, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et aujourd'hui, avec le terrorisme, avec Charlie, etc., la guerre est revenue ici. Les réfugiés qu'on avait l'habitude de voir loin, ils sont maintenant sous le métro à Stalingrad. Et les épidémies, elles sont là. Voilà. Et le romancier que vous êtes, qu'est-ce que ça lui inspire, cette épidémie de coronavirus ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle arrive à un moment où il y avait une sorte de quelque chose qui flottait, je dirais, dans l'air ici, qui était cette impression que quelque chose allait arriver. Alors, personne ne savait quoi, bien sûr. Mais vous avez vu ces collapsologues qui allaient s'installer au fin fond de la Creuse avec une éolienne et un potager. Enfin, cette idée que le système ne fonctionnait plus, qu'on avait exagéré, que finalement, d'une certaine façon, voilà, on avait peut-être un peu trop tiré sur la corde. Et il y a tout à coup ce phénomène qui arrive et qui, en effet, est un peu issu d'une forme d'effraction de la nature, puisque ce sont toutes ces épidémies, la plupart, enfin, que ce soit Ebola ou que ce soit celles-ci, sont issues de l'animal. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte on est rattrapé par la nature d'une certaine façon. Et c'est assez fascinant de voir que finalement, on en est à la fois surpris et pas vraiment. Geneviève Brisac, on a l'impression de vivre une forme de retour de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui et non. Oui, on a toute l'impression, comme le disait Jean-Christophe Ruffin, qu'on voit revenir en boomerang une série de phénomènes qu'on croyait avoir mis à distance. Et ça ressemble… Alors, quand on dit « nous avons tiré sur la corde », je pense que… Bon, moi j'ai un petit peu de mal à… Enfin, nous, c'est nous, l'humanité. Mais enfin, l'humanité, c'est des peuples, des civilisations, des gens très très différents, et je ne trouve pas que tout le monde est responsable tout à fait de la même façon. Enfin bon, ça c'est encore… Enfin, c'est quand même des gens qui agissent, c'est des gens qui subissent d'une manière générale, mais qu'on ait eu le sentiment qu'il allait se passer quelque chose, c'est vrai. Ce qu'on vit en ce moment,
qui nous rappellent des périodes antérieures, et c'est vraiment surtout là-dessus que j'ai réfléchi ces jours-ci. C'est la question de la peur, et qui nous ramène effectivement, comme le disait Jean-Christophe, à l'époque des attentats. Et la peur, les écrivains ont toujours réfléchi sur la peur. Quels sont justement les écrivains qui, pour vous, ont écrit des pages importantes à ce sujet? À vrai dire, énormément, hein. Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Alors, en général, et c'est une chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'est rarement sur le coup, parce qu'en fait, sur le moment, on est tous choqués, presque réduits au silence, d'une certaine façon d'ailleurs, hébétés par ce qui nous arrive et qu'on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer d'ailleurs surtout, on ne le conçoit pas, on essaye de le concevoir, et donc on se retourne vers les livres. Et moi, j'ai pensé à une écrivaine qui est très importante pour moi, une Italienne qui s'appelle Natalia Ginzburg. Et cette Italienne… Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Geneviève Brisac? Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très connue, comme souvent les écrivaines. Elle est née en 1916 dans le nord de l'Italie. C'était une famille juive italienne de militants socialistes. Son père était un grand ingénieur, très, très farfelu et très autoritaire aussi. Et elle a épousé un historien qui s'appelait Léon Ginzburg, qui a été assassiné par les nazis assez rapidement. Elle s'est retrouvée confinée dans les Abruzzes, et elle a beaucoup parlé de ça, de cet isolement avec des enfants petits, en essayant. Et alors, elle a écrit nettement plus tard d'ailleurs des livres magnifiques, en particulier un livre qui s'appelle Les mots de la tribu, et elle dit la chose suivante, que je vais vous lire parce que ça sera mieux peut-être, un petit paragraphe. Elle dit notre cœur est très fort. Il est fort parce qu'il attend toujours. L'attente, c'est vraiment quelque chose de caractéristique de ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qu'il attend. Il est doté d'une patience infinie. Tout le reste est très fragile. Nous avons l'estomac délicat, la peau délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des sueurs nocturnes. Mais le cœur n'a rien, jamais rien. Il est très sain. Il avale tout, il digère tout. Les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les années horribles. C'est le cœur qui est fort. C'est le cœur. Et je trouve que ce cœur, qui est aussi une métaphore sur la littérature, c'est vraiment très… Ça nous aide beaucoup, ouais. C'est un très beau passage, Geneviève Brisac. Vous avez prononcé un mot important, le mot de confinement, mais William Marx, vous qui êtes professeur de littérature au Collège de France, pour un écrivain, être confiné, ça n'est pas finalement une expérience si extraordinaire. J'allais dire qu'en fait, c'est la condition ordinaire de l'écrivain, la condition ordinaire du lettré. Regardez par exemple cette magnifique gravure de Durer représentant Saint Jérôme dans son cabinet. Saint Jérôme confiné, c'est la même chose que Saint Jérôme non confiné. Saint Jérôme est toujours confiné en tant que traducteur, en tant que lettré. Les écrivains, la littérature ne peut pas s'édifier en dehors d'un repli sur soi, d'un repli dans sa bibliothèque, la bibliothèque de Montaigne, et les malades eux-mêmes ont eu une propension à pouvoir faire ce retour sur soi, ce repli sur l'intériorité. Le plus grand écrivain confiné, à la fois le plus grand confiné et le plus grand écrivain, c'est peut-être Marcel Proust, qui, à cause de la tuberculose, est obligé de tenir la chambre et fait son œuvre. Et il n'y aurait peut-être pas eu la recherche du temps perdu s'il n'y avait pas eu la tuberculose. Donc la maladie est une occasion de confinement et aussi une occasion de concentration qui permet le travail. Mais le travail lettré est nécessairement un travail confiné. Donc de ce point de vue-là, il serait intéressant de faire une enquête auprès des écrivains. Actuellement, il y en a deux. J'en ai deux sous la main, si j'ose dire. Effectivement, le rythme de travail change avec le confinement. J'aurais l'impression que, en dehors de la peur, qui est peut-être nouvelle, ça oui, comme le disait Geneviève Brisac, il me semble que pour les lettrés, il n'y a pas tant de changements que cela. C'est un privilège dont ils jouissent. Jean-Christophe Ruffin, c'est aussi un formidable révélateur des sociétés humaines et du comportement humain, les épidémies.
Oui, d'ailleurs, oui, le livre que j'allais dire que je préfère, c'est pas comme Brassens, la guerre de 14 que je préfère. Je préfère pas une épidémie par rapport à une autre, mais c'est l'évocation du choléra par Giono dans Le Hussard sur le toit, parce que c'est justement, exactement comme vous le dites, l'utilisation de la maladie comme révélateur. C'est-à-dire, c'est pas tellement la maladie en tant que telle, parce que le choléra dans Le Hussard sur le toit est assez mal décrit d'un point de vue médical, d'un point de vue clinique, mais il est décrit comme une sorte de révélateur qui immédiatement va placer les êtres humains, j'allais dire, face à leur vérité. Alors il y a le courage, il y a la lâcheté, il y a la veulerie, et justement il y a la peur. Et la grande leçon, si je puis dire, de ce livre, c'est que la peur, c'est la maladie. C'est-à-dire que, et ça, je crois qu'il faut revenir et garder ça en tête, c'est-à-dire que la maladie, c'est pas seulement pasteurien, c'est pas un microbe qui produit une maladie, c'est un microbe, un agent infectieux, et puis tout un ensemble. Et effectivement, la manière dont on la reçoit conditionne beaucoup la façon dont on va la surmonter. Et la peur est certainement un phénomène très aggravant. Et Angelo, comment il se comporte face au choléra, eh bien, il se comporte avec une espèce d'insouciance, de courage, de générosité et de bonheur et d'amour aussi, qui va le rendre finalement invulnérable. Voilà. Geneviève Brisac, justement. J'aime beaucoup cette vision de qui n'est pas une vision justement tragique, et qui est une vision qui laisse sa part à l'humain, qui laisse la part de, j'allais dire, qui dit au fond que l'être humain peut faire quelque chose face à ça, et que c'est le meilleur de lui qui peut le sauver d'une certaine façon. Geneviève Brisac, je crois que vous avez une conception plus tragique de la peur humaine au travers d'expériences qui peuvent être des expériences d'ailleurs pas forcément la maladie, mais ça peut être aussi des persécutions politiques ou des épisodes historiques de ce genre. Oui, c'est vrai, Guillaume. C'est-à-dire qu'en écoutant Jean-Christophe, je me disais, je repensais à une phrase de Anna Akhmatova, la poétesse russe, qui vivait pendant en URSS dans les années 30-40. Et alors elle disait… la terreur stalinienne. La terreur stalinienne, exactement. Et alors elle disait la chose suivante, elle disait deux choses qui vont ensemble. La première, elle disait, ce que nous avons vécu le plus important dans toutes ces années-là, c'est la peur, avec son cortège ignoble, je ne sais plus quel mot qu'elle utilise, de honte, et elle utilise un autre mot, et de sentiment d'impuissance. Je pense que, et pour les écrivains, c'est important parce que je pense que tous les écrivains travaillent avec ces sentiments difficiles à supporter, en l'occurrence la peur, la honte et le sentiment d'impuissance. Alors, elle disait aussi en même temps, c'est-à-dire que la peur, je pense qu'il faut la regarder en face et que tout le monde l'éprouve. Et elle disait en même temps que la peur, et qu'elle craignait beaucoup les gens qui n'avaient pas peur. Elle disait, les gens qui n'ont pas peur m'inquiètent terriblement. On ne sait pas de quoi ils sont capables en termes de mauvais, en termes de méfaits en fait. Ils représentent un danger pour l'ensemble des humains. Alors, elle parlait, c'est vrai, de persécutions politiques, et on sait bien comment des gens qui n'ont pas assez peur peuvent être un danger pour les autres. Ce qui est d'ailleurs aussi vrai pour la pandémie, parce que, c'est très contradictoire, parce que on nous dit en même temps d'avoir peur et de ne pas avoir peur, et on le ressent soi-même. On a peur et on n'a pas peur. Si on passe justement de la persécution politique à l'épidémie, ou à l'épidémie comme un symbole de la persécution politique, on songe William Marx immédiatement à Camus. Oui, tout à fait. Mais Camus lui-même appartient à un mouvement dont parlait Jean-Christophe Ruffin tout à l'heure, à savoir l'utilisation de l'épidémie par la littérature comme un révélateur de l'humanité, comme une mise à plat, une mise à nu des fonctionnements humains à l'intérieur de la société. Alors c'est vrai qu'au XXe siècle, on pense d'abord effectivement à ce chef-d'œuvre qui est La Peste de Camus, qui raconte comment une ville s'organise et avec cette épidémie. Et Camus
montre qu'il y a une sorte de typologie des humains. Il y a les héros, il y a les salauds. Donc on est là dans une configuration qui fait de l'épidémie une sorte d'allégorie de toutes sortes d'événements tragiques qui peuvent arriver dans une société humaine. Et quand Camus écrit La peste, il songe évidemment aussi à ce qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale en France. Mais cette utilisation de l'épidémie comme révélateur de l'humanité, Giono le fait effectivement dans Le Hussard sur le toit avec une veine plus romanesque. Il n'étonne pas que Jean-Christophe Ruffin, l'aventurier, s'intéresse au personnage d'Angelo, auquel on peut plus facilement se projeter. Mais ça remonte assez loin, même La Fontaine, dans Les animaux malades de la peste, utilise l'épidémie dans cette courte fable comme un révélateur des constantes d'oppression sociale qui existent à l'intérieur de toute société. Alors, il s'agit d'animaux, mais ces animaux représentent en fait l'humanité. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Et ça, la peste est la révélatrice de ce qui est au plus profond de l'homme. Et de ce point de vue-là, elle est un ingrédient extrêmement précieux pour l'écrivain. Ce qui fait que les écrivains parlent de la peste, de l'épidémie de manière générale, à des moments, comme le disait, je crois, Geneviève Brisac tout à l'heure, qui ne sont pas nécessairement le moment même de l'épidémie, mais qui sont peut-être bien postérieurs, parce que l'épidémie en elle-même a une utilité littéraire et narrative. Et alors, dans le temps de l'épidémie, Jean-Christophe Ruffin, il y a le malade, mais il y a aussi le médecin. Pour le médecin que vous avez été, ou que vous demeurez d'ailleurs, Jean-Christophe Ruffin, je ne sais pas si on cesse d'être médecin, eh bien, qu'est-ce que cette épidémie vous inspire ? D'abord, elle m'inspire une certaine modestie parce que c'est vrai qu'on avait tendance, je parlais tout à l'heure de Pasteur, à penser qu'on avait fait le tour à peu près des menaces qui pouvaient provenir de la nature d'une certaine façon, et puis on se rend compte que la nature est beaucoup plus prolifique en danger contre l'humanité qu'on ne le croyait. C'est-à-dire que il y a ces virus qui en fait existent partout et dans un très très grand nombre qui finalement nous entourent. Et je pense que au sortir de cette épreuve, quand tout ça sera derrière nous, il va rester, et peut-être que c'est salutaire d'ailleurs, dans l'esprit des humains, cette notion de fragilité qu'on avait sans doute abandonnée, c'est-à-dire avec cette idée qu'on pourrait sortir de tout. Et en fait, là, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'en particulier la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas pour toujours figé, mais que ça se renouvelle, que ça évolue, que c'est un rapport au monde qui, en fait, à tout moment peut revenir sous une forme tragique. Voilà. Et ce retour du tragique, ce retour de la menace, ce retour de la fragilité, ce qui ne veut pas dire le retour de la peur, eh bien, nous devrons vivre avec. Le retour de la peur et le personnage du médecin, William Marx, ça aussi, médecine et littérature, c'est un thème qui traverse les ouvrages. Alors, c'est-à-dire, moi, j'ai été particulièrement frappé de la similarité. Alors, il y a des personnages de médecins, évidemment, dans les romans au 19e et au 20e siècle, mais moi, j'ai été particulièrement frappé dans les épisodes que nous traversons actuellement de l'analogie qui existe entre le discours médical actuel et puis et les polémiques qui traversent le discours médical, et puis le discours de Molière ou le discours de Pascal au XVIIe siècle. Je pense en particulier à la polémique créée autour du professeur Raoult et autour de l'usage ou non de l'hydroxychloroquine. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je m'intéresse ici à la structure des discours. Ce qui me frappe, par exemple, c'est lorsque le professeur Raoult dit que la vraie pratique médicale doit se libérer des contraintes de la théorie, de la recherche médicale. Moi, j'entends
un type de discours qu'on a chez Pascal en tant que janséniste dans les pensées, où il écrit que la vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale. Et parce que pourquoi y a-t-il ce type d'analogie entre les discours du XVIIe siècle janséniste et puis le discours des partisans du professeur Raoult, parce qu'on est dans une structure semblable, à savoir qu'on a une orthodoxie, plutôt une hétérodoxie, qui essaie de trouver une place à côté d'une orthodoxie largement partagée et qui essaie de se frayer un chemin dans la sphère des discours et de trouver des partisans. Bien entendu, Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs, le professeur Raoult, pour vous, c'est un personnage que vous connaissez bien, c'est un personnage d'ailleurs assez littéraire. Oui, c'est une figure littéraire, mais en réalité, ce qui est plus compliqué encore que ce que dit William Marx, c'est que cette hétérodoxie, c'est la médecine de toujours, c'est-à-dire que ce qu'il défend, c'est quelque chose qui existait pendant longtemps et qui aujourd'hui est remis en question parce que la médecine est coincée entre plusieurs contraintes, et notamment la surveillance, on pourrait dire, des statisticiens, des gens qui veulent en faire surtout une science. Donc, il y a ce retour de l'humain, finalement, dans son discours, que moi je trouve assez rafraîchissant, à savoir que voilà, le médecin, c'est d'abord quelqu'un qui considère devant lui un individu, une personne, et non pas un item statistique ou un sujet de science. C'est d'abord c'est un peu retour vers une forme d'art d'une certaine façon, et je trouve ça plutôt rassurant, parce que mais ça, ce serait un autre débat, et Guillaume, et peut-être une autre émission, mais c'est vrai que il y a cette évolution très, très asséchante de la médecine et d'une façon générale, oui, de ces pratiques de soins vers des formes de contrôle juridique, contrôle scientifique, etc., qui finalement retirent au médecin cette dimension presque créatrice qu'il avait face à une personne malade, parce qu'au fond, c'est ça la médecine. Un mot de conclusion, William Marx. Oh, je ne sais pas. Je pense que le temps du confinement est aussi le temps de la lecture. Hein. Donc, il faut inciter les téléspectateurs à lire. Ce qui me frappe dans l'expérience que nous vivons actuellement, c'est que, au bout du compte, chacun replié chez soi, au bout du compte, revit des situations semblables à son voisin, sans le savoir. C'est ce que disait, je crois, Geneviève Brisac tout à l'heure. C'est-à-dire que moins nous nous égayons dans la société avec les fonctions diverses qui sont les fonctions sociales qui sont les nôtres, plus nous nous replions sur l'essentiel, à savoir la vie au quotidien, les besoins élémentaires. Plus nous nous replions sur l'humaine condition réduite à l'essentiel. Moi, ce que je conseillerais, je ne sais pas si c'était le type de conclusion que vous demandiez, je trouve qu'une bonne lecture aujourd'hui, c'est d'abord Montaigne, qui précisément parle de l'humaine condition. Montaigne replié dans sa bibliothèque. Donc, on n'est pas obligé de lire des œuvres qui parlent d'épidémie en temps d'épidémie. Il sera toujours temps plus tard de lire des œuvres parlant d'épidémie. Montaigne, et puis je peux aussi parler de la relecture que je fais ces temps-ci et qui me délecte et qui me ravit, c'est le Don Quichotte de Cervantes. C'est-à-dire précisément cette gaieté que donne la littérature dans la fantaisie, dans l'évasion. La littérature, c'est aussi une manière, et c'est aussi ainsi que l'utilisait Montaigne dans ses bibliothèques, c'est aussi une manière de sortir de son cabinet de lettré, de sortir de son chez-soi, de sortir de sa cuisine et d'accéder à d'autres formes de réalité. Donc, et vous, Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce que vous faites actuellement quand vous êtes confiné? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous écrivez? Non, je n'écris pas particulièrement. Je suis chez moi à la montagne, là où j'écris les livres, mais là, il fait très beau et voilà, j'essaie de naviguer entre les gendarmes pour essayer quand même de pouvoir marcher un petit peu dans la montagne sans qu'un hélicoptère ou un drone s'abatte sur moi. Donc, il y a ce côté-là aussi, c'est qu'on vit quand même en ce moment dans une sorte de 1984 pour la bonne cause, puisque, comme le disait
Tocqueville, vous écrivez Tocqueville à la fin de la démocratie en Amérique, une démocratie peut aller très très loin dans le contrôle puisqu'elle agit au nom de la majorité et du bien. Donc pour notre bien, on arrive quand même à une situation en ce moment que je trouve assez effrayante d'une certaine façon, hein, même si n'ouvrons pas le débat sur le confinement, son utilité ou pas, mais enfin, il y a tout à coup, en quelques jours, presque en quelques heures, un anéantissement total de nos libertés. C'est-à-dire que moi, je fais 100 mètres et les gendarmes me demandent mes papiers, comme tout le monde d'ailleurs, mais enfin peut-être encore plus parce que c'est encore plus choquant, parce que je suis dans cet espace de montagne que nous assimilons d'habitude à un espace de liberté et qui tout d'un coup devient au contraire un espace assez facile à surveiller finalement. Voilà. Donc voilà, alors ça réveille évidemment forcément des réflexes un peu de maquisard et j'ai plus envie en ce moment de profiter de cette nature qui m'est interdite. Voilà, mais je crois que ça aussi, il faudra y réfléchir quand on sortira de tout ça. Il sera autorisé dans quelques temps, Jean-Christophe Ruffin. Geneviève Brisac, une suggestion de lecture. Que faites-vous? Qu'est-ce que fait une écrivaine par temps de confinement? Non, c'est vrai que j'ai remarqué d'ailleurs que je n'étais pas la seule, mais beaucoup de gens autour de moi, enfin, ceux qui ont le temps, parce qu'il faut quand même aussi, en l'occurrence, penser à ceux qui sont confinés avec différents enfants dans des petits appartements. Et là, la longue lecture n'est probablement pas la chose possible, mais ceux qui, pour des raisons, quelles qu'elles soient d'ailleurs, peuvent lire, se disent, tiens, c'est une bonne occasion de lire des gros livres. Et donc, j'ai vu effectivement pas mal d'amis me dire, eh bien, je vais lire Dostoïevski que j'ai jamais lu, ou La Recherche que j'ai jamais lu, ou enfin Don Quichotte, qu'évoquait William Marx. Moi, constante dans mes choix, je recommanderais, si vous l'avez ou si vous voulez vous le procurer, de lire le journal de Virginia Woolf, qui parle justement d'ailleurs aussi de tout ça, de qu'est-ce que c'est regarder autour de soi, observer, écrire, être malade, être guéri, et lire. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro spécial de Livrez-vous, une émission de Public Sénat en partenariat avec France Culture. Bon confinement. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous.